Bonjour Karine Massoni, Bonjour David Rival. bienvenue dans Je dois vous dire sur Impulsor Média. Ça fait plaisir de vous accueillir avec en plus une actualité. Vous êtes l'auteur du livre Sur la piste indigène, un livre que vous avez auto-publié. Et ça c'est bien pratique parce que quand on connaît du monde aux quatre coins de la planète, vous parliez du Sénégal hors micro à l'instant, c'est pratique de pouvoir le retrouver sur Amazon puisque c'est là qu'on peut le trouver notamment. Entre autres, effectivement, mais effectivement, ça a été l'actualité phare des derniers mois de l'année. Là, j'ai mis 9 mois en fait, comme un Tiens donc, le comme temps un d'une grossesse. accouchement, le temps d'une grossesse. C'est mon deuxième livre et là, ça a été une vraie démarche d'un travail intérieur de revisiter un peu toute mon expérience de vie auprès des peuples indigènes sur les quatre coins de la planète et puis de poser ça à plat. Et je voulais aussi faire le lien avec mon activité de coaching et d'accompagnement des personnes et des équipes. Donc ça m'a permis vraiment d'ancrer des choses. Alors au début, il était une fille sauvage. Je pense Vous qu'il êtes y a sauvage depuis effectivement longtemps, c'est ce que vous un dites. état sauvage assez fort au fond de moi. Et voilà, j'ai À grandi. quoi ressemble Karine vers 8-10 ans? Elle est sauvage, ça veut dire quoi? Bah, Karine, même avant, a priori, des fois, je m'en rappelle pas toujours bien, mais c'est mes parents qui m'ont dit ça. Mais mon terrain de jeu, c'était la nature, parce que je suis née au Canada et à défaut d'avoir un bac à sable, j'avais la forêt comme terrain. Ah, c'est pas facile. C'était Ouais. très très dur, fallait pas se perdre, Oui, Et, ceci dit, oui, c'est vrai. éviter Moi, les c'était loups. ironique. C'est vrai. Non, voilà, non, mais effectivement, c'était déjà du bonheur. J'étais a priori tout le temps dehors et je voulais être dehors tout le temps. Donc, Et vous rêviez de rencontrer des peuples indigènes, déjà? je rêvais et j'ai Qu'est-ce qui vous toujours. attirait chez eux? Mais leur mode de vie avec la nature. Déjà, mon livre de chevet, c'était L'appel de la forêt de Jack London. Et je rêvais de pouvoir me débrouiller avec la nature et vivre dans la nature avec rien. Ou avec tout. Mais en On tout est cas, souvent attiré par ce qu'on n'a pas. Vous aviez déjà la forêt, mais vous rêviez davantage de forêt. je rêvais de pouvoir vivre avec la forêt, dans la forêt, enfin dans C'est ça. la nature au sens très large. Et voilà, et pouvoir être complètement autonome et me débrouiller. Donc j'étais très vite passionnée et intéressée par ces peuples de la nature. Alors avant d'en arriver à rencontrer des peuples indigènes, 30 ans à travailler dans l'écotourisme, dans la formation, qu'est-ce que vous faites pendant ces 30 ans? Vous avez le temps quand même de voyager un peu? J'ai beaucoup voyagé d'ailleurs, j'ai essentiellement travaillé à l'étranger puisque je travaillais en collaboration avec les communautés locales, communautés d'accueil, principalement des communautés autochtones, entre autres en Laponie, en Finlande, mais pas que, donc un petit peu sur tous les continents et je co-créais avec eux des projets de valorisation de leur culture et du patrimoine naturel local aussi. Et j'étais réceptive locale, en fait. J'accueillais des équipes ou des groupes et je les accompagnais avec les communautés locales à aller découvrir la culture identitaire des pays où j'ai travaillé. Donc vous en fait. aviez quand même un petit pied dans ce que vous aviez envie de Tout faire. à fait. J'étais déjà dans ultimement. l'accompagnement des groupes Ouais. et des personnes au sein de la nature, dans des espaces, des grands espaces naturels. Donc ça s'est fait, voilà, l'évolution professionnelle. Je me suis rendu compte que j'étais à l'aise avec ça, que c'était un terrain moi-même où j'étais à l'aise pour évoluer et que du coup j'ai eu envie de le partager avec Et d'autres puis un personnes. jour, un déclic, tramway, boulot dodo, ras-le-bol, c'est la routine, c'est la morosité ambiante qui vous a pesé? Eh ben, après avoir effectivement beaucoup travaillé à l'étranger dans l'écotourisme, je me suis posée à Nantes, où je suis devenue formatrice responsable de formation. Quand bien même j'adorais mon travail, vraiment où j'avais une grande autonomie, je me suis fatiguée avec le temps de la ville, le bruit, des gens, d'entendre des gens aussi qui se plaignaient, le monde dans le tramway, dans les transports. Et C'est puis quoi là, le déclic? je sentais que mon feu intérieur s'éteignait. J'ai commencé à aller de plus en plus souvent sur la côte. Presque tous les week-ends, j'avais besoin de retrouver la nature. Et là, je me suis dit, je peux plus vivre à Nantes. Enfin, Nantes, quand bien même c'est une très belle ville, je me suis vraiment plus comme ville, mais le principe d'être en ville et d'être dans ce, comme tu disais, métro boulot dodo, dans ce rythme régulier, voilà, il y avait quelque chose qui s'éteignait en moi et j'ai eu un appel. L'appel est arrivé et en même temps avec une peur intérieure, une peur de vous-même.
Vous avez peur de... J'ai senti qu'il fallait que quelque chose se passe. Alors, je voyage à la rencontre des peuples indigènes depuis très longtemps et même en étant formatrice stabilisée entre guillemets à Nantes, je continuais à voyager ponctuellement en immersion dans les cultures indigènes et je me suis rendu compte des sources d'inspiration que ça pouvait m'apporter pour développer mes propres compétences, mes propres ressources et mieux me connaître aussi en les connaissant davantage eux. Et du coup, j'ai eu envie, à partir de ce déclic-là, de partir plus longtemps, plus loin et d'approfondir encore cette connaissance que j'avais d'eux et ce mode de vie pour accompagner encore autrement les équipes avec lesquelles je travaillais. Seul, guidé, comment vous faites au départ pour envisager ces séjours plus longs? Alors, 70% du temps, je vais à la rencontre seule de ces peuples-là, sauf si vraiment ils sont eux-mêmes déjà menacés pas mal, où il y a des grandes difficultés sociales. C'est le cas pour certaines ethnies, où il y a de l'alcool, où il y a de la drogue et tout ça. Et dans ces cas-là, je passe par un intermédiaire. Ou alors quand vraiment la contrée où ils vivent est très très isolée. Et du coup, ça m'arrive d'aller chercher de l'aide au niveau local. Une communication plutôt gestuelle pour le coup quand vous y allez seul. 99% du temps, c'est effectivement de la communication micro-comportementale, gestuelle, le jeu, le rire, le mime. C'est au-delà des mots, mais c'est vraiment dans le partage. Et même s'il y a une tierce personne avec moi qui m'ouvre la voie, je lui demande de partir au bout de 2-3 jours pour qu'on reste vraiment dans cette communication directe. En fait. Alors comment vous vous présentez? Quand il y a un guide, déjà comment est-ce qu'il vous présente? Et quand il n'y en a pas, comment ça se passe les premiers instants les premiers instants, quand il n'y en a pas, j'arrive soit à pied, soit avec un âne, soit à cheval. Ça m'est arrivé d'arriver, enfin c'est principalement comme ça que j'arrive. Et ça peut m'arriver de mettre plusieurs jours avant d'atteindre l'ethnie, la tribu. Et dans ces cas-là, j'attends d'avoir un signe qui vient vers moi. Ça peut être un animal qui va être le gardien du troupeau, ça peut être un enfant, ça peut être voilà, la femme, l'homme, enfin, peu importe. Mais j'attends qu'il y ait un signe comme quoi je peux aller vers. Et puis, la première chose, c'est le bonjour en général. C'est le seul mot que j'ai du dialecte que j'ai appris. Vous savez dire bonjour dans toutes les langues et dans toutes les gestuelles et les tonalités possibles? Alors, aujourd'hui, je suis incapable d'en dire beaucoup, parce que c'est la première chose que je connais. Mais après, j'oublie. Puis c'est des dialectes qui sont aussi compliqués en termes de phonétique, mais d'expression. Mais par contre, le bonjour corporel, le sourire, le regard, juste un signe de tête... peut suffire aussi, quoi. Et puis après, je dis mon prénom. Voilà, je dis mon prénom et il se passe une réelle communication au-delà des mots et ça paraît simple comme ça, mais c'est vrai qu'en général, j'ai été accueillie partout, quoi. Et c'est là que s'enchaînent ensuite des rituels, des offrandes, notamment les tout premiers instants. On vous propose par exemple à boire ou alors à voilà, manger. Les rituels de bienvenue, il y en a partout en fait. Et c'est jamais moi qui pose la première question. J'attends toujours que les peuples qui m'accueillent me posent des questions. À part le bonjour, après on peut rester des longs instants d'observation. Par peur sans doute d'être intrusive. Donc j'attends que ce soit eux qui viennent vers moi. Mais des fois ça peut m'arriver de devenir la bête curieuse pendant un bon bout de temps où tout le monde est en cercle. On propose de m'asseoir dans le cercle et puis vous on va me décrivez regarder. dans votre livre, vous avez du mal parfois à être observé. Bête curieuse, mais ça m'amuse en fait parce que on est une curiosité mutuelle et c'est aussi comme ça et regarder des fois tous ces regards qui sont sur moi en me disant qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils observent, qu'est-ce qu'ils regardent de moi. J'en ris de ça et rapidement il se crée quelque chose de Et on vous observe fluide. tellement qu'un jour on vous demande en mariage. Oui, c'est surprenant. C'est pas arrivé qu'une fois, mais la première ça a été quelque chose, effectivement un chef d'une communauté de Namibie, Imba, qui au bout d'une quinzaine de jours passés ensemble, qui m'a demandé en mariage, surtout que c'est une société polygame, donc avoir 2 femmes ou 3, c'était pas très important. Et là, quand il te regarde avec la machette et puis la peau de chèvre, et là, tu es toute seule au milieu de nulle part, et je me dis, qu'est-ce qui va se passer si je dis non? Comment ça va être accueilli en face, mon refus?
Là, il se passe plein de choses. Comment est-ce que vous avez géré la situation? Si vous voulez bien nous livrer la fin Alors là, il faut lire le livre. Cet épisode-là, et bien la suite La suite dans le livre de Karim Massadi. Comment j'ai géré Vous avez réussi à trouver une solution. On va peut-être éviter de donner la solution. En tout cas, exactement. Ça m'a pris une dizaine de jours. En gros, pour arriver d'une anecdote comme ça, ou que je croyais pas au départ, parce qu'il y avait beaucoup de complicité entre nous, donc on rigolait beaucoup. Au départ, je croyais que c'était vraiment un jeu, pour rire, quoi. Oui, Puis ça. en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas que pour rire, qu'il y avait des vrais sentiments. Pas le même sens de l'humour que nous, forcément. Qu'il y avait des vrais sentiments au fur et à mesure, et j'en ai fait quelque chose de plutôt créatif et collectif, et à la fin, c'est devenu presque un rituel en interne à la tribu, et j'ai réussi. Et là maintenant, quand vous voyagez je à suis nouveau, revenue sans chef. Encore une encore une demande en mariage. Non, je pars avec toujours une bague, comme quoi je suis mariée. C'est pas vrai. C'est une bonne chose. Il faut quand même. Il faut quand même ménager les susceptibilité pour le coup sur ce type d'épisode, y compris lors des premiers rituels de bienvenue. Oui, et puis parce que moi je sais pas jusqu'où c'est réellement des émotions, des sentiments. Alors aujourd'hui j'ai compris, vraiment ça a été, j'ai compris que les émotions étaient universelles, les sentiments étaient universels et la susceptibilité aussi. Est-ce que les Occidentaux sont plus ou moins susceptibles que les peuples indigènes? Enfin, alors là c'est pas une vérité que j'annonce, mais l'expérience me fait dire que ils sont beaucoup moins dans cette dimension psychologique, de réflexion sur soi que nous on l'est. Eux, ils sont vraiment ils ont un autre état de conscience, une autre façon de vivre la vie, mais ils sont... les émotions ne sont pas exprimées de la même façon. D'ailleurs, qu'en pense la psychosociologue que vous êtes, par ailleurs? J'en pense que ce sont des vraies sources d'inspiration, ces peuples-là aussi, parce qu'ils sont vraiment dans le vécu du présent. Les réflexions des fois qui peuvent faire que nous on se pose des questions sur demain et être aussi dans des sources, dans se causer des fois des sources de souffrance par anticipation, eux ils sont pas vraiment dans cette logique là et ils vivent l'instant présent à 100%. Et vous avez appris à le vivre davantage, cet instant présent. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des périodes d'ennui comment dire, recherché en quelque sorte, d'ennui acceptable on va dire? Le rapport au temps est pas du tout le même. Quand bien même on a le même soleil et la même lune, eux ils comprennent pas quand je leur dis qu'ici on dit qu'on n'a pas le temps. Eux ils me disent attends Karine, on a le soleil il se lève pareil et la nuit elle se couche pareil. Comment ça se fait que vous n'avez pas le temps? Et il y a un autre rapport au temps. Leur temps à eux c'est celui de la nature, c'est celui des saisons et celui aussi de biologique quoi. Donc il y a un rythme qui est beaucoup plus lent. Et du coup, moi, j'ai accueilli ça et j'ai appris à vivre aussi avec ça. C'est-à-dire, vous l'imaginiez, forcément. Je l'imaginais, mais je ne l'avais peut-être pas vécu comme ça de l'intérieur. Le fait de l'expérimenter des heures durant, des fois de silence, à regarder une vache, c'est quelque chose que je n'avais pas expérimenté avant. Et puis finalement, il se passe quelque chose dans ce silence. Le silence est plein, en fait. Mais ici, chez nous, cette forme de méditation contemplative, dans une forme d'état un peu hypnotique des fois, quoi. On n'a pas cette habitude-là. Et moi, ça a été un vrai apprentissage d'aller chercher ce vide et de le vivre comme quelque chose de plein, quoi. Est-ce que, au-delà de vos proches, auxquels certainement vous pensiez dans un certain nombre de ces moments, est-ce que vous pensez à autre chose? Est-ce que vous pensez à votre vie occidentale? Est-ce que vous vous remettez peut-être en mode projet? Parce que vous êtes une femme de projet, vous intervenez notamment dans le monde de l'entreprise. Oui, effectivement, c'est des grands moments pour moi pour revenir à l'essentiel, en fait. Ça me permet de faire du nettoyage, on va dire, tout ce qui est parasite, tout ce qui me pèse, tout ce qui me crée des pensées limitantes. Parfois, ça me permet vraiment de ramener l'essentiel de ce qui me fait vibrer dans la vie, de ce que j'ai vraiment envie, et puis pas aller m'alourdir avec des choses qui n'ont pas leur importance, ou auxquelles je donne pas assez d'importance en tout cas. Qu'est-ce que vous en avez fait alors au profit du monde de l'entreprise de ces voyages?
Alors aujourd'hui, j'interviens beaucoup auprès des managers et des équipes pour les accompagner via une démarche que j'ai créée en m'inspirant de mon propre vécu qui s'appelle le Nature Coaching. Et j'amène les équipes en immersion dans un terrain naturel pour utiliser la nature à la fois comme terrain d'évolution et en miroir, comme révélateur. Regardez cet arbre, vous allez vous voir dedans. C'est pas tout à fait ça. C'est vraiment déjà une mise en mouvement à travers de la marche, dans l'idée, dans la métaphore de se dire on se met en mouvement vers un changement, vers un objectif, et à travers cette marche que je ponctue d'ateliers avec des approches différentes, coopératives, créatives, sensorielles et tout ça. Donnez-nous un exemple peut-être. L'idée, c'est vraiment d'aller explorer ces ressources individuelles et collectives et de les rendre plus efficaces en étant dans l'essentiel, quoi. Un exemple, ça va être par exemple d'apprendre d'abord de capter rapidement des repères dans l'environnement, au même titre que quand on arrive dans un lieu pour pouvoir s'y adapter et se l'approprier rapidement, c'est qu'est-ce que je prends comme diagnostic en gros. Donc déjà capter tout ça dans la nature pour savoir s'approprier un endroit et puis développer sa capacité d'adaptation par rapport à un terrain un peu accidenté, par exemple, qui va représenter les obstacles de la vie. Donc quelle stratégie inconsciente je mets en place pour traverser ce terrain avec les ressources individuelles et collectives, où ça va être par exemple créer aussi une hutte ensemble sous forme projet. Et comment l'équipe fonctionne, comment l'équipe a été performante ou plus ou moins, sur quel axe d'action aller chercher. Enfin voilà, c'est vraiment de l'expérience, au cœur de la nature, avec la nature. Vous ne regarderez plus la nature de la même façon si vous faites intervenir Karine Massoni dans votre entreprise. Et si vous lisez Sur la piste indigène, un livre facile à trouver, Internet, et hop, on peut se le procurer. 6 mots-clés pour vous définir, pour terminer ce jeu des mots à vous dire avec vous. Alors, aventurière, dans le sens j'aime l'inconnu, l'imprévu, plus que l'idée de se dépasser, mais même si j'aime être... C'est d'abord l'inconnu qui vous intéresse. C'est l'inconnu qui me fascine. Optimiste, fondamentalement optimiste, joyeuse, fidèle. Que de gens fidèles sur ce plateau engagée et audacieuse aussi, je pense. Et audacieuse, engagée vers quoi? Engagée vers la cause humaine au sens très large, le bien-être individuel et collectif, et puis engagée aussi dans cette relation homme-nature, homme-environnement au sens très large, c'est-à-dire comment, dans quelque environnement que ce soit, celui qui me touche, c'est plutôt le milieu naturel, mais dans le milieu de l'entreprise, c'est l'environnement au sens très large. Comment je fais pour valoriser le maximum des ressources individuelles et collectives avec ce qui est, sans être dans du plus, mais dans du autrement. Du autrement plutôt que du plus. Ouais. Si vous étiez présidente, les présidentielles approchent. Vous devez regarder ces élections avec quand même moi, un certain détachement. Présidente, je ne saurais pas faire grand-chose. Je vous souhaite de ne pas m'élire déjà. Mais moi, présidente, j'irai me nourrir d'un maximum de nations, de toutes les bonnes pratiques, d'un maximum de bonnes pratiques en m'appuyant sur une équipe, parce que je pense que vraiment une équipe de recherche-développement pour aller se nourrir des bonnes pratiques dans les différents pays qui fonctionnent, qui sont simples à mettre en place et qui sont aussi démocratiques et citoyennes. Donc ça, c'est quelque chose. Après, je pense que je rendrai obligatoire du temps à l'école, dans l'éducation, pour prendre du temps, que les enfants apprennent à prendre du temps pour eux, sans s'ennuyer, sans tablette, sans rien. L'idée de la communication aussi. Ou plutôt en apprenant à s'ennuyer de temps en temps aussi, non ? Voilà, exactement. Ouais. Apprendre à s'ennuyer pour créer autrement. Pour être et puis voilà quoi. Et puis vous étiez sur le point de nous trouver une 3e mesure de présidence. Vous voyez, vous devriez vous présenter en fait aux élections. Je sais pas. Karine présidente ou Karine en tout cas auteure de la piste indigène. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci David.